Est-ce que des fois vous avez l'impression qu'il y a un esprit, on peut dire un esprit plus élevé, mais avec beaucoup de sagesse, vous accompagne quand vous écrivez? Vous allez avoir un scoop là. Oui, ça m'arrive. Oui. Comme notre deuxième partie, c'est la philosophie et la vie. Et vous êtes philosophe. Vous avez publié plus de 100 livres. Et j'ai entendu que 2018, vous avez écrit 8 livres. C'est vrai? Oui. C'était impensable. Enfin, pour beaucoup de monde, c'était impensable. Est-ce que, pour vous, vous avez senti que vous avez un ton que les autres n'ont pas? Je ne l'ai pas senti, mais on me l'a fait sentir. C'est-à-dire que quand... moi, je croyais que tout le monde travaillait comme ça. C'est-à-dire que je me mets à mon bureau, j'écris, et j'écris. C'est-à-dire que si je passe 10 heures à écrire, il m'est arrivé de faire, enfin pour les gens un peu qui sont un peu dans la technique de ces choses-là, faire 80 000 signes dans une journée. Et avec, en 3 jours, je peux faire un livre avec ce rythme-là, si vous voulez. Donc, il m'est arrivé de faire un livre, là... J'étais en Martinique, j'avais le projet d'un livre, je suis arrivé, ce livre n'existait pas, je suis parti, ce livre existait, j'ai travaillé sur 5 jours. En 5 jours, j'ai fait un livre parce que j'avais fait un fichier par jour, et après, sur les fichiers, vous savez, quand on clique sur les fichiers, on sait quand on les commence, on sait quand on les termine. J'ai fait le total des heures, et je me suis dit, voilà, j'ai passé ce temps-là pour faire un livre, et donc j'avais une cinquantaine d'heures, en une cinquantaine d'heures, j'avais fait ce livre. Parce qu'effectivement, quand j'ai une capacité de concentration qui fait que j'oublie tout. Quand j'entre dans un livre, quand j'entre dans une période d'écriture, ou même quand dans une période de correction des textes, je ne m'arrête pas. C'est un peu, je suis en train de vous parler, vous voyez comment je parle, eh bien, quand je suis en train de parler avec mes doigts, d'une certaine manière, quand je dactylographie, c'est pareil. C'est une vitesse un peu moindre, parce que je dactylographie moins vite que je ne parle, mais il n'empêche que ça sort comme ça et que je corrige très très peu. Et donc, je travaille en amont, je fais des lectures, et puis ça fait une trentaine d'années que j'ai une méthode de travail, de prise de notes, de fiches, etc. Et une mémoire qui, oui, qui est, semble-t-il, pas commune. Bon, je suis bien obligé d'y consentir parce que des gens me l'ont dit très vite, très tôt, avec mon premier livre. Et puis que, par la suite, évidemment, ceux de mes ennemis qui veulent chercher à me nuire me disent que j'ai des nègres, que j'ai des gens qui travaillent pour moi, que j'ai des documentalistes, etc. Je ne sais pas comment des nègres pourraient avoir mon style et avoir une permanence de mon style. Et que voilà, j'ai écrit une dizaine de recueils de poésie. On pourrait aussi imaginer que quelqu'un d'autre fait des poèmes pour moi. J'ai écrit une vingtaine de livres sur des artistes. On pourrait aussi que d'autres écrivent ces livres. Mais bon, ça n'a aucun sens. C'est comme si je disais, voilà, je ne mange pas, il y a quelqu'un qui mange à ma place. Je ne respire pas, il y a quelqu'un qui respire à ma place. Pour moi, la vie, pour moi, c'est l'écriture, c'est la lecture, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est l'analyse. Et il n'y a que ça dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de famille, j'ai pas eu d'enfants, j'ai épousé une femme qui a des enfants, donc ces enfants sont les miens. Mais je veux dire, j'ai pas contribué à leur éducation au quotidien. Je vis en Normandie, je n'ai pas de relation mondaine, je reçois pas, je suis pas reçu, je vais pas dans les dîners mondains, les dîners en ville, et je vais assez peu au cinéma. Je vais même pas au théâtre, au cinéma, je ne vais pas au concert, je vais pas à l'opéra, je ne prends pas de vacances, je ne prends pas de samedi, je ne prends pas de dimanche, je travaille tout le temps. Donc, alors oui, sûrement un don, parce que je suis un peu hypermnésique, c'est-à-dire je me souviens de beaucoup de choses, pour le meilleur et pour le pire, parce que je peux de temps en temps me souvenir de conversations qui ont eu lieu 10 ans avant, sachant ce qui s'est dit, comment, de quelle manière, etc. Et donc, j'ai cette mémoire, j'ai une méthode, j'ai du travail, c'est-à-dire que depuis l'âge de 18 ans, 19 ans, je fais des fiches, et je pense que ça permet de travailler à l'esprit analytique, à l'esprit synthétique, et qu'il y a un moment donné où, un peu comme quelqu'un qui fait du marathon, si vous voulez. Moi, si je dis aujourd'hui je fais un marathon, je ne vais pas le faire demain. Il va falloir que je m'entraîne, puis à un moment donné où je finirai par... Enfin, j'en sais rien, mais où peut-être je pourrais courir 40 km. Et ceux qui sont marathoniens, ils font ça, ils font un marathon tous les, je sais pas, tous les 10 jours, et ils peuvent le faire. Donc il y a une espèce d'entraînement intellectuel, il y a une disposition, non, c'est pas mnémotechnique, c'est de mémoire. Il y a une méthode, il y a tout ça qui se mélange et qui fait... Et puis je vous dis, un emploi du temps assez sévère, c'est-à-dire que je ne perds pas mon temps dans des choses que je trouverais inutiles. Et je travaille tout le temps, ce qui fait que... Alors oui, quand vous dites 8 livres dans une année, mais il faut voir, il y a des livres qui me demandent plus ou moins de travail. Quand j'écris un recueil de poèmes, je l'écris sur un certain temps. C'est-à-dire je le démarre, puis à un moment donné, il est fini, et j'ai travaillé 10 mois en faisant de temps en temps un poème par-ci, 3 poèmes par-là, et puis voilà.
des très gros livres. Là, je vais en sortir un qui s'appelle Anima, qui est une histoire de l'âme, de Lascaux jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de lectures, donc là il faut faire des lectures en amont, il faut travailler, etc. Puis ça fait 1 million de signes, ce sont des livres de 500 pages, c'est pas exactement la même chose. Parfois vous avez fait un texte ici, un texte là, puis un texte ailleurs, puis vous les rassemblez parce qu'il y a une cohérence, puis ça fait un livre. Donc vous mettez un recueil de poèmes, un livre fabriqué comme ça sur 2 ou 3 années, un livre sur lequel vous avez beaucoup travaillé, etc. Et puis si vous avez 2 recueils de poèmes, 3 recueils de textes, etc., etc. Donc ce sont parfois des choses qui ont été faites sur plusieurs années et qui donnent un jour un livre. Et puis parfois effectivement vous avez une année où vous avez vous avez un embouteillage. Mais j'ai 10 livres décrits sur mon ordinateur là. Si je meurs aujourd'hui, il y aura encore 10 livres, une dizaine de livres qui sont prêts, qui sont faits, qui sont écrits et qui sont... Donc j'aurais pu un peu à le dire, mais on peut finir par dire que oui, il y a un don, il y a quelque chose, quoi. Je croirais en Dieu, ce serait plus simple, hein, je vous dirais, voilà, mais j'y crois pas. Mais donc, il y a un moment Même donné... vous ne croyez pas, mais est-ce que vous, quand vous écrivez, parce que vous m'avez dit, quand vous écrivez, vous n'avez pas besoin de faire un plan comme les autres? Ça dépend. Si, des très gros livres, j'ai fait des plans, oui. Des plans... Alors, ça aussi, par exemple, je fais un chantier qui s'appelle Brève encyclopédie du monde. Alors, c'est ironique, puisque finalement, il va y avoir 6 volumes et que chacun fait 500 pages. Donc, j'en ai fait 3, et le 4e est fait, mais n'est pas paru encore, et il y en aura encore 2. Là, c'est assez bizarre, parce que j'y pense, je réfléchis, ça traîne dans mon esprit, voilà, et quand je vais faire mes courses, j'y pense, quand j'épluche mes légumes, j'y pense, quand je fais à manger, j'y pense sans y penser, tout en pensant, quand je m'endors, etc. Enfin, je sens que le cerveau travaille. Et il y a un moment donné, et ça peut parfois être... J'ai du mal à m'endormir, et je me réveille, enfin, j'allume la lumière, et je vais à mon bureau, et je rédige un plan, et il peut être intégral. C'est-à-dire que je vais faire un livre de 500 pages et je ne toucherai pas au plan. Et ce n'est pas un plan en 2 parties, hein, c'est vraiment un plan très articulé. Donc alors, il y a vraiment une grosse structure, une structure interne qui est une structure de chapitre, et puis après, il y a des choses dedans qui peuvent bouger. L'un peut être dans le chapitre d'avant, l'autre dans le chapitre d'après, etc. Mais je garde le plan. Alors, je ne sais pas d'où ça me vient, et là, pour le coup... on pourrait avoir des explications surnaturelles, extravagantes, je ne sais pas comment on peut avoir le besoin à un moment donné d'écrire un plan, de mettre un plan sur le papier, et de se dire, après je vais écrire ce livre, et quand on l'écrit, on obéit au plan. Le dernier, tel que je l'ai fait, il m'a plus résisté. C'est-à-dire j'ai eu des plans mobiles qui ont bougé, qui ont changé, puis à un moment donné je m'y suis mis, alors là, toc, 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 on voit tout apparaître, et ça se superpose, et je travaille, et ça avance. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sur des livres un peu lourds. Et puis d'autres livres, bon, les textes sont plus faciles à écrire et une idée appelant l'autre, qui appelant l'autre, qui appelant l'autre. Je ne fais pas un plan que je suivrai comme ça, c'est simplement, c'est ce qu'on appelle avoir d'une certaine manière de la suite dans les idées. Et c'est la suite dans les idées qui fait que le livre se trouve produit comme ça, quoi. Est-ce que des fois vous avez l'impression qu'il y a un esprit, on peut dire un esprit plus élevé, mais avec beaucoup de sagesse, vous accompagne quand vous écrivez? Vous allez avoir un scoop, là. Oui, ça m'arrive. Oui. Je me dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, quoi. Je travaille, donc ça sort, ça vient, je dactylographie, je vois, ça avance, et puis toc, 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 puis je clique, je regarde, je dis, ah, j'ai fait 20 000 signes aujourd'hui, bon, d'accord, très bien. Le soir, je me couche, et j'ai fait 30 000 signes, et bon, voilà. Puis le lendemain, je reviens à mon bureau, puis je relis tout avant de reprendre. Et là, j'assiste à moi-même comme quelqu'un d'extérieur. Je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Bah oui, c'est moi qui ai écrit ça. Ah bon, ben, très bien, ça va. Et puis, ça reprend comme ça. Donc, il y a effectivement des moments, je rendrais volontiers grâce à Dieu si c'était Dieu, mais enfin, je me dis quelque chose a eu lieu qui fait que ça m'a dépassé, débordé. Et parfois, j'écris un livre en me disant, cette idée de livre, je l'ai quand j'avais 11 ou 12 ans, quand j'ai eu cette idée de livre. Enfin, cette idée d'idée, pas une idée de livre, parce qu'à cet âge-là, je ne pense pas que je suis un gamin de parents pauvres. Je ne peux pas me dire, à 12 ans, un jour, j'écrirai un livre dans lequel, etc., etc. Je peux vous donner un exemple. Je me retrouve dans l'église de mon village, et j'écoute les sermons, parce que bon, il fallait que j'aille au catéchisme, j'étais enfant de chœur, etc.
Et on raconte ces histoires, Jésus, Marie, Joseph, les miracles, Lazare, la résurrection des morts, et tout et tout. Et à un moment donné, je me tourne sur la gauche et il y a un immense crucifix, presque, je pense que c'est à la taille 1, c'est vraiment très, très impressionnant ce crucifix quand on rentre là, et je regarde, j'entends ce qui est raconté et je me dis, alors je le dis avec le vocabulaire d'aujourd'hui, je me dis ce qui nous est raconté est allégorique et symbolique. Et donc il ressuscite pas les morts, c'est pas possible, il multiplie pas les pains, c'est pas possible, mais ça veut dire quelque chose d'autre. Et je suis dans une entreprise de démystification, de démythologisation. Je dis juste que finalement, quand Lazare est là et qu'il est mort, et que Jésus arrive et le ressuscite, et que ce mort redevient vivant, je me dis c'est pas possible, on ne ressuscite pas les morts. Donc ça veut dire autre chose. Et je me dis oui, mais la mort c'est un symbole. C'est-à-dire on peut être mort en étant vivant, simplement parce que son intérieur est desséché, parce que son intérieur est pourri, parce que son intérieur est noir, sombre, parce qu'on vit dans le mal, on vit dans le nihilisme, etc., etc. Et puis on rencontre quelqu'un, et cette parole, elle vous sauve, elle vous redonne la vie, ou elle vous donne la vie. Et je le sais, puisque je l'ai vécu avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon. J'avais 17 ans, j'arrive là, bon, la vie n'est pas terrible, j'avais pris des coups jusqu'à l'âge de 10 ans, orphelinat de 10 à 14 ans, 14-17 pension, 17 j'ai mon bac, je vais à la fac, je quitte chez mes parents, je vis tout seul en me payant mes études, etc. Et donc on se dit, bon, la vie ne m'a pas gâté, et je découvre ce prof qui nous fait un cours sur Lucrèce, et Lucrèce, et d'un seul coup je me dis, on peut être moral sans croire en Dieu, avec une philosophie immanente, ici et maintenant. Et là je me dis, bah voilà, c'est le sens de ma vie. D'une certaine manière, j'étais mort, une espèce de bois sec, et je rencontre cet homme, et il me ressuscite, et je deviens vivant parce que d'un seul coup, il m'a montré que la philosophie, ça me permettrait de trouver un sens à ma vie. Et là, je me dis, j'ai une douzaine d'années, je ne sais pas exactement si c'est 11 ou 13, ou enfin c'est autour de ce moment-là, où je me dis, le christianisme doit pouvoir s'expliquer comme une immense allégorie, comme une immense œuvre symbolique, etc., etc. Ce que je crois, ce que je pense, etc., etc. Je suis en train d'écrire le livre de cette histoire. C'est-à-dire que à 12 ans, j'ai eu une intuition qui m'habite, qui est là, qui est présente, et cette intuition, elle va donner ce livre. J'ai le titre, j'ai le sous-titre, j'ai commencé à travailler, j'ai quelques pages, enfin, j'ai plus que quelques pages, j'ai dû faire 60 000 signes, là. Voilà, pareil, en deux fois. J'ai dû écrire sur 4 jours ce travail. Et encore, parce qu'il a fallu que j'avais invité des amis à passer me voir pour me rendre des livres, et donc j'ai coupé mon travail, et puis je l'ai repris le lendemain. Mais, et oui, il y a quelque chose qui est au-dessus de moi. Alors, au-dessus de moi, je ne sais pas si c'est au-dessus, mais quelque chose, j'allais dire qui me dépasse, mais si ça me dépasse, c'est un peu au-dessus aussi. Je ne sais pas quelle formule spatiale je peux utiliser, parce que je pourrais tout aussi bien dire en moi. Oui, c'est ça. En fait, dans les milieux de la cultivation et de la pratique, on dit c'est votre conscience principale et votre conscience secondaire qui ont travaillé, qui ont contribué à votre travail. Parce qu'en fait, dans le milieu de la cultivation et la pratique, on considère que la conscience secondaire, souvent, ce sont dans les dimensions plus élevées, qu'il y a plus de sagesse. Mais en général, la conscience secondaire n'agit pas sur l'homme. Mais dans le cas rare, il intervient. Et c'est pour ça que ça donne un ton, parce qu'il voit des choses dans d'autres dimensions, et bah, du coup, il a plus de sagesse. Et quand vous avez raconté ça, j'ai l'impression vraiment vous avez ce ton, que vous pouvez, votre conscience secondaire qui peut jouer un rôle sur vous. Et du coup, ça vous... C'est-à-dire, il vous accompagne dans votre travail. Non, mais l'expression conscience secondaire me va. Elle n'est pas transcendante, elle ne renvoie pas à un au-delà de moi-même. Non, il est de vous-même. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, l'homme, c'est cellules en surface. Mais en dessous de cellules, il y a molécules, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les cellules sont composées de molécules. Et après, les molécules sont composées d'atomes, n'est-ce pas? Et du coup, si on va aller plus dans l'infini, dans le microscopique, c'est-à-dire l'homme,
surface, ces cellules, mais on peut aller beaucoup plus dans la microscopique. C'est-à-dire l'homme, c'est l'ensemble de toutes ces parties, c'est l'homme. On peut dire notre pensée, ça vient peut-être de notre l'homme superficiel, mais ça peut être bien beaucoup plus profond. C'est ça, je veux dire, dans le sens microscopique. Quand l'homme est mort, c'est juste ces cellules en surface qui est disparue, qui est décomposée, on peut dire, désintégrée, on dit, n'est-ce pas, et désintégrée. Mais les atomes et les molécules ne peuvent pas désintégrer. Donc cette partie d'homme, il n'est pas parti. Dans d'autres dimensions en tout cas. Dans cette dimension est parti, on voit, parce que le charnel, notre corps charnel est pourri, mais pas le reste. Parce que, comment dire, pour des atomes, si on veut déintégrer des atomes, ben c'est des explosions nucléaires. Donc c'est sûr que l'homme, notre molécule et atome, il reste quelque part. Et plus les particules est plus microscopiques, leur énergie est plus grande. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je vous dis la conscience secondaire, votre conscience secondaire peut jouer, mais du coup, il a la sagesse plus élevée. Parce que plus il est dans le microscope, enfin, il est plus énergétiquement, il est plus fort, en fait. C'est ça. J'essaye de vous expliquer dans ce sens-là. Oui, ça, pour le coup, pour moi, c'est une version très matérialiste. et je pense que ce qui est important, on a beaucoup opposé les matérialistes et les vitalistes. Les matérialistes pensent que c'est l'assemblage de matière qui rend possible le réel tel qu'il est. Maintenant, vous prenez la totalité de la matière du corps d'un homme, vous secouez dans un shaker, vous n'aurez pas un homme. Vous n'aurez pas un homme vivant. Vous pouvez refabriquer n'importe quoi pour que ça représente qui vous êtes, etc. Il n'empêche que votre identité, elle n'est pas dans la somme des atomes qui vous composent. Elle est dans l'énergie qui, elle, est impossible à reproduire ou à dupliquer. Elle est dans la vie. Et Nietzsche nous parle de la volonté de puissance en nous disant, moi je dis souvent cette phrase, que c'est la vie qui, dans la vie, veut la vie. Il y a du vivant, et dans le vivant, il y a quelque chose qui veut la vie. Eh bien, je crois beaucoup au vitalisme. Je crois vraiment que le vitalisme ne fonctionne pas sans matière, que la matière ne suffit pas pour produire la vie, et que c'est cet assemblage de matière et de vie. Maintenant, pour moi, la vie, elle est une énergie réductible à la matière. C'est pas immatériel, c'est pas l'âme. Je ne nomme pas l'âme ici, en disant il y a quelque chose d'immatériel qui s'en va après la mort et qui va rejoindre, je sais pas, la surâme, comme disait Merson, ou un paradis, un autre monde. Je ne crois pas ça. Je crois simplement que nous ne savons pas tout de notre corps, qu'il y a des énergies dont nous ne savons pas comment elles sont. La preuve, on ne sait pas faire la vie. On ne sait pas refaire la vie. On peut vous faire un cœur artificiel, on va faire une mécanique avec le clapet, ventricule, etc. Mais pour autant, ça n'a rien à voir avec le cœur comme muscle qui, lui, intervient, est électrique, etc. Parce qu'il se passe des choses, il y a des polarisations, il y a des électricités, il y a par exemple un système neurovégétatif dans le corps dont on ne s'occupe pas. Vous avez, je ne sais pas quoi, mal aux yeux, vous avez l'ophtalmo, vous avez l'ORL pour le nez, la bouche, la gorge, etc. Le cœur pour le cardiologue, enfin, toutes les parties du corps ont leur spécialiste, la peau, le dermatologue, etc., etc. Et pour tout ce qui est système neurovégétatif, vous n'avez pas de spécialiste. Vous dites, mais comment ça fonctionne le système neurovégétatif? On ne sait pas. Vous sortez, il fait chaud ici, vous sortez, il fait -3 dehors, vous êtes en plein été, il y a un plein soleil, vous êtes en plein hiver, il fait froid, le ciel est bas, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la journée, etc. C'est tout le système neurovégétatif qui prend ces choses-là, hein, qui prend ces informations et qui dit au corps, réchauffe-toi, refroidis-toi, etc. Vous ne dites pas quand vous sortez à votre corps, allez, réchauffe-toi. Ou quand il fait très chaud dehors et que vous rentrez dans une pièce, allez, refroidis-toi. Non, c'est le système neurovégétatif qui, prenant ces informations, dit, on baisse la température, on monte la température. On a une grippe.
Eh bien, pourquoi est-ce que la température monte? Parce qu'effectivement, il s'agit, en échauffant le sang, de faire de telle sorte qu'on puisse tuer le virus, la bactérie ou la saloperie qui est responsable de, etc. C'est pour ça, vous montez 37, 38, 39, 40, etc. Et puis après, ça va redescendre, etc. Eh bien, ce système neurovégétatif m'intrigue depuis toujours. Je crois qu'il y a un moment donné où il va falloir sérieusement s'occuper de ça en disant, mais comment ça fonctionne, cette espèce de gestion totale du corps. Parce que c'est tout ça qui distingue, enfin, qui rend possible le fonctionnement du cerveau, de la vue, du goût, etc. etc. Et on est trop matérialiste et probablement pas assez vitaliste. Et je pense qu'un jour, on découvrira les raisons qui font que, par exemple, je pense comme je pense, je suis ce que je suis, etc. On fait une expérience intéressante, j'en ai parlé à personne. Mes amis ici le savent, mais on a le projet de fabriquer mon intelligence artificielle. C'est vrai. Ouais. Parce que ça m'intéresse pour des raisons, je dirais, épistémologiques. Je parle beaucoup, ce que je suis en train de faire avec vous. Je le fais depuis des années, j'ai été beaucoup enregistré, j'ai créé une université populaire, tout ça a été enregistré, les télévisions, les radios, etc. J'ai écrit plus de 140 livres, etc., etc. Donc on peut faire de telle sorte que tout ça entre dans la fabrication d'une intelligence artificielle. Et alors ça coûte cher, il va falloir trouver... enfin, on est en train de travailler sur ce sujet. Et ce qui m'intéresserait, c'est que cette intelligence artificielle soit faite de mon vivant, parce que nous pourrions faire une expérience extrêmement intéressante. C'est-à-dire que nous pourrions questionner les deux intelligences. La mienne et celle de la machine, l'intelligence artificielle. Et votre conscience secondaire aussi. Et bien, là, on verrait peut-être comment fonctionne l'intelligence et ce qu'elle est, et si elle est reproductible. Alors après, c'est très intéressant. Vous dites, ben voilà, on pose la question à ce qu'on appelle l'IA, à l'intelligence artificielle, et on lui pose une question. Et moi, dans la pièce d'à côté, on me pose la même question. Moi, je fais la réponse. Nous écoutons ensuite la réponse de la machine. Nous faisons coïncider, on regarde où ça marche, où ça ne marche pas, comment ça fonctionne, etc. Et je ne dis pas qu'on va révolutionner les choses, mais je suis intéressé par le fonctionnement de l'intelligence, parce que moi-même, j'assiste à ce que je vous dis. C'est-à-dire, dans 15 secondes, je vais vous dire quelque chose dont je ne sais ce qu'il est. Je ne sais pas ce que je vais vous dire dans une minute. Simplement, ça vient, ça sort, c'est produit comme ça, etc. Et je pense qu'il y a un vitalisme chez chacun qui produit des effets chez chacun, pour le meilleur et pour le pire. Vous avez des gens qui ont une intelligence olfactive. Les nez, par exemple, chez les parfumeurs, il y a des gens qui vous sentent 3 trucs et ils vous disent, intellectuellement, ils ont mélangé 3 parfums dans des doses comme celle-ci, et intellectuellement, ils ont fabriqué leur parfum dans le cerveau. Et puis après, tac, 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 ils mettent les gouttes, ils secouent, etc. Ils sentent, ils disent, c'est très exactement ce que j'avais déjà dans mon cerveau. Vous avez la même chose avec des cuisiniers, vous avez la même chose avec des peintres, vous avez la même chose avec des gens qui sont des gens simples, mais qui ont des émotions, etc., etc. Et je crois que nous n'avons évidemment pas percé les mystères de la mémoire, de l'intelligence, de la sélection des informations. Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient d'une chose, qu'on ne se souvient pas d'une autre chose, que vous appelez conscience primaire ou conscience secondaire? Il y a des moments... vous avez des copains qui vous disent, mais si, tu te souviens, on était à l'école, tu disais ceci, tu faisais cela, tu dis, mais non. Mais si, il y a un moment donné, vous dites, ah oui, c'est vrai. Et vous dites, c'était parti où? C'était parti, mais pas parti. Puisque quand on me sollicite, à un moment donné, je suis capable de dire, mais oui, bon sang, tu as raison, bien sûr. Donc je crois que Bergson a beaucoup travaillé la question c'est le titre d'un de ses livres, Matière et mémoire, l'articulation de la matière et de la mémoire. Nous sommes très loin de ce que nous pourrions savoir, je crois. Et il y a un moment donné où plutôt que d'invoquer Dieu ou la grâce ou quelque chose qui serait au-dessus de nous et qui rendrait possible cette écriture, je pense qu'il y a un problème d'agencement des atomes, de la matière, sans quoi je vous suis, mais que cet agencement, il suppose un vitalisme, une vitalité, que cette vitalité, elle suppose le système neurovégétatif et que nous sommes au Moyen-Âge des connaissances sur ce système-là. Et justement, tout à l'heure, par rapport à ce que vous dites, la pensée des hommes. C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure, quand vous parlez, vous ne savez pas vraiment, dans 15 secondes, qu'est-ce que vous allez dire. Quand je vous écoute, c'est-à-dire quand vous parlez, on a l'impression, c'est-à-dire votre éloquence, c'est incroyable. C'est comme si vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est comme si qu'il y a une source de sagesse qui vous alimente en continuité. C'est vrai. Poser la question de l'écriture, c'est pareil pour l'écriture. Justement, pour moi, ça c'est un don. Parce que vous êtes justement en connexion avec cet esprit de haut niveau, plus élevé dans d'autres dimensions. Il vous accompagne vraiment, vraiment ce que je crois, que vous avez accompagné avec
cette intelligence supérieure. En chinois, on dit, pour les personnes qui ont choisi pour avoir certains dons, il a une mission du ciel. Peut-être vous ne le croyez pas, mais je vous le dis, vous avez une mission du ciel. Alors je ne dirais pas du ciel, mais l'idée que parfois j'ai vraiment l'impression que je suis programmé pour être ce que je suis et que je ne choisis rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul chez moi. Il faut que je fasse ça pour obtenir ça. Si je fais ça, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a une espèce d'instinct qui me pousse et qui me fait dire ce que je dis, penser ce que je pense, croire ce que je crois. Et j'assiste à ça en me disant, bah oui, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose comme un plan. C'est votre destin, on peut dire ou pas? Destin. Oui, on pourrait dire ça. Oui. Je m'intéresse aux sciences beaucoup. Enfin, à l'astrophysique, par exemple, ou à la mécanique quantique. Et je trouve que la pluralité des mondes dans les univers quantiques m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les épicuriens l'ont dit, Fontenelle l'a dit après, d'autres, comme l'éternité par les astres, par exemple, d'Auguste Blanqui, un peu Nietzsche à sa manière. Mais cette idée que, par exemple, vous pourriez avoir vous allez sur la plage et vous regardez l'infinité des grains de sable. Vous dites, mais vous prenez une poignée de sable et vous dites, dans tous ces grains de sable, vous dites, c'est incroyable ce qu'il y a comme grains de sable dans une poignée comme ça. Puis après, vous dites, mais vous imaginez l'ensemble de la plage. Si vous êtes au Brésil, par exemple, à Copacabana, ou que vous dites, mais c'est incroyable. Et puis vous dites, c'est sur 20 mètres peut-être, quoi. Vous prenez tout le sable du monde, vous dites on ajoute le désert australien, le désert africain, tous les déserts possibles imaginables, vous faites une espèce d'immense tas du monde, comme ça, du sable, et vous vous dites chaque grain de sable est un univers. Vraiment. C'est-à-dire que vous imaginez les limites impossibles de cet univers, vous vous dites, ben, c'est un grain de sable. Vous imaginez les milliards de grains de sable sur la planète, eh bien, vous avez des milliards de cosmos dans l'univers. Et je n'ai pas de certitude, je dis simplement que c'est en interaction. Il est bien évident que si vous allez, moi j'ai vu dans le désert de Libye par exemple, quand vous marchez en haut d'une dune, puis à un moment donné, vous avez une plaque comme ça qui descend, qui embarque, etc. Je pense qu'il se passe des mouvements comme ça dans l'univers. Il y a un moment donné où quand j'étais avec un ami, et on écoute, il me dit, écoute, la dune, elle chante. Je dis, comment ça? Il me dit, ça chante, ça fait un bruit particulier. De fait, il y a un bruit, c'est-à-dire l'espèce du crissement, de choses. C'est un peu le bruit de l'univers. C'est ce que Pythagore appelait la musique des sphères, d'une certaine manière. Et on se dit, mais moi, je vis dans un monde qui est réduit à un grain de sable. Et quelles sont les relations entretenues entre ce grain de sable et puis plein d'autres partout, en sachant très bien qu'il y a un moment donné où ça dégouline et ça emmène des millions de grains de sable parce que ça fait un éboulement qui, lui, va se retrouver dans un endroit recouvert par d'autres, qui ceci, etc., etc. Et je pense que notre univers est dans un ensemble d'univers avec des plurivers, chaque monde ayant sa physique. On a un espace à 2-3 dimensions, mais parfois à 357 dimensions, parfois il y a du temps, parfois il n'y a pas de temps, parfois c'est l'éternité, parfois le temps est accéléré, parfois il est comprimé, etc. La physique quantique, l'hypothèse de la physique quantique, l'hypothèse de la pluralité des mondes rend possible ce genre de réflexion. Nous ignorons les interactions entre les univers. Nous savons désormais qu'il y a des plurivers, des multivers. Nous ne savons pas ce qui se passe entre les univers. Rien ne nous dit que sur une autre planète, dans un autre univers, nous vivons exactement la même chose. Que nous vivons exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce que nous faisons, on est mort, et puis de la mort, on revient à la vie jusqu'à l'enfant, etc. Et que un univers, j'ai lu des choses là-dessus, où on dit, mais rien n'interdit de penser qu'il y a un univers qui ne serait fait que d'enclumes, ou de pointes d'aiguille, ou etc., etc. Toutes les hypothèses sont possibles, tellement il y a une infinité de mondes. Et il y a des moments où je me dis que dans ces interactions, il y a probablement des réponses aux questions que nous nous posons actuellement. Je ne convoque pas Dieu, je ne convoque pas la transcendance, je convoque l'immanence la plus absolue en disant que toute physique quantique rend possible une métaphysique quantique et que cette métaphysique quantique, elle n'interdit rien sur des interactions avec ce qui se passe dans l'univers. On n'en sait rien, mais je pense que la multiplicité des hypothèses est infinie. Et dans ce sens-là, est-ce que du coup, la mort n'est plus la fin?
Ça peut être le cas. Moi, je pense que dans la configuration qui est la nôtre, la mort, c'est la fin. Mais rien n'interdit d'imaginer qu'on est en interaction. Vous savez, dans la physique quantique, on peut imaginer on sait que des particules éloignées de manière incroyable sont corrélées. C'est-à-dire l'action d'une particule sur l'autre se fait alors qu'elles sont séparées et que rien ne semble les relier. Bah, vous dites effectivement, pourquoi pas les hommes entre eux, enfin les humains entre eux, mais pourquoi pas les humains et les morts? Pourquoi pas enfin, tout est possible. Donc je crois effectivement qu'on n'a pas besoin forcément d'un dieu ou d'une transcendance, simplement pour imaginer que nous ne savons pas tout de notre univers. La totalité de notre univers est composée essentiellement d'une matière noire sans qu'on sache ce qu'elle est. C'est quand même sidérant. L'essentiel de notre univers est fait de matière noire et on ne sait pas ce qu'est la matière noire. Et donc vous imaginez bien que l'idée qu'un autre univers existe et des univers divers et multiples, et que nous soyons en relation. Certains disent, les astrophysiciens, qu'il y a des trous noirs, ce qu'on appelle des trous noirs, et des trous de verre, VER, comme les vers qui mangent le bois, et que ces univers-là communiquent, que c'est par les trous noirs et les trous de verre que ces univers communiqueraient avec des énergies qui, pour le coup, circuleraient. Moi, je suis preneur d'informations sur ce sujet-là. Je ne suis pas spécialiste en physique quantique. Je lis beaucoup sur ce sujet-là, des textes très compliqués, très complexes, parce que y a des informations qui sont révélées seulement, enfin qui sont accessibles à des scientifiques de formation, et puis d'autres qui sont quand même extrêmement intéressantes. L'idée que vous ayez, par exemple, des entités qui n'aient pas d'existence indépendamment de leurs observateurs. Vous observez une molécule, une entité, une entéléchie, une monade, enfin pour parler comme Aristote ou comme Leibniz, et on peut presque imaginer qu'elle a conscience du fait que vous l'examinez, et quand elle sait que vous l'examinez, elle n'est plus la même. Vous dites qu'une particule ne dise pas les mêmes choses quand on l'observe ou quand on ne l'observe pas, alors que ça n'a rien à voir avec l'observateur, mais que ça aurait à voir avec une espèce d'interaction. Vous dites, voilà l'un des mystères de la physique quantique quand même. Moi, je n'ai rien découvert, hein, je lis la physique quantique et on me donne ces informations-là. Le paradoxe du chat de Schrödinger, qui est vivant et mort en même temps. Vous dites, bah non, chez nous, si on est vivant, on n'est pas mort. Si on est mort, on n'est pas vivant. Et là, il vous dit, non, l'hypothèse d'un chat mort et vivant en même temps est possible et pensable dans les configurations quantiques.